En fait, comme vous avez constaté, en réalité, il y a vraiment trois éléments en fait dans mon exposé, et c'est pour ça que depuis au moins une semaine, je travaille dessus pour pouvoir en fait cadrer, c'est-à-dire la Révolution française, la réception de la Révolution française et l'expédition d'Égypte. Alors, effectivement, vécu par les Ottomans, et c'est raconté effectivement, comme disait Jordan, c'est la première fois en fait que j'ai entrepris cette expérience périlleuse en disant comment est-ce possible que l'Égypte, au moins jusqu'à cette époque-là, et même après juridiquement au moins pendant encore longtemps, est une province ottomane, occupée par une puissance lointaine à cette époque-là, et de surcroît amie et alliée des Ottomans depuis des siècles, et que personne n'a raconté en réalité comment les Ottomans ont reçu cette expédition, cette invasion. C'est une invasion, c'est une guerre. Voilà, donc c'est le livre que vous avez là-bas. Retrace. Donc je ne veux pas revenir, je ne veux pas refaire le livre, je vais en parler comme, comment dire, un chapitre de cette intervention. Donc je voudrais parler en trois temps. D'abord, la réception de la Révolution, pardon, de la Révolution française sur le tas, sur le moment. L'expédition d'Égypte, en tout cas pour les Ottomans, comme une conséquence de la Révolution française. Et donc ça, c'est important de le souligner, comme une conséquence agressive et conflictuelle. Et donc ça aura des conséquences, au moins à court terme, et la réception de la Révolution française à long terme, c'est-à-dire à long terme, ottoman, tout au long du 19e siècle, le siècle qu'on considère le plus long, comme en France on considère le siècle le plus long, c'est le siècle de Louis XIV, pour les Ottomans, pour les Turcs, le siècle le plus long, c'est le 19e siècle, et finir évidemment avec la... Alors, vous pouvez mettre des guillemets ou vous ne voulez pas, chacun voit, la révolution kéméliste, en fait. Il faut la réception. Et alors, on terminera avec la situation d'aujourd'hui. Et là, effectivement, toutes les questions, les interrogations sont libres et courtes, puisque savoir qu'est-ce qu'il reste de la Révolution française, qu'est-ce qu'il reste de ces révolutions successives dans la Turquie contemporaine. Qui est un élément de l'Empire ottoman, un des éléments de l'Empire ottoman parmi, je ne sais pas, je crois qu'il doit y avoir 36 États actuellement constitués sur les territoires considérés ottomans à cette époque-là. Voilà. Je n'ai pas besoin en fait de revenir longuement, évidemment, sur les relations privilégiées et pacifique entre l'Empire ottoman et la France. On en a parlé, on se gargarise depuis longtemps, en fait, les relations privilégiées, on parle même des, comment dire, l'alliance MP ou l'alliance contre nature entre la France et l'Empire ottoman. Et ceci est vrai, sauf quelques rares exceptions, notamment au XVIIe siècle, où il y a, comment dire, des conflits entre l'Empire ottoman et surtout Louis XIV, l'époque de Louis XIV, interposés par d'autres puissances, mais en réalité, jusqu'à l'expédition d'Égypte, depuis, donc si on veut vraiment prendre une date, depuis 1526, c'est-à-dire très exactement 1524, depuis comment dire, l'emprisonnement de François Ier par Charles Quint jusqu'à 1798, eh bien, il n'y a pas eu de conflit officiel entre la France et l'Empire ottoman. C'est même totalement exceptionnel pour le monde chrétien, puisque la France reste le seul allié, la seule alliée en fait des Ottomans, alors qu'avec tous les autres, il y a eu des conflits plus ou moins longs, et notamment, évidemment, avec les républiques italiennes, notamment, donc évidemment, Venise, Gênes, mais aussi l'Autriche, n'en parlons pas, l'Espagne et encore moins avec de la Russie. Par conséquent, il faut noter également que donc, les relations des Ottomans aussi avec la modernité européenne aussi passées par la France, mais surtout par le français. Alors là, évidemment, on est dans les lieux communs
aussi bien pour l'Égypte que pour l'Empire ottoman, j'allais dire le centre, et pour les autres provinces, effectivement, ottomanes. Et le français a joué un rôle considérable. Et la même chose, donc du coup, effectivement, on peut parler en fait d'un mouvement commun. Les premiers étudiants, en fait, envoyés par l'Empire ottoman, comme l'Égypte, etc., sont allés en France. Les premiers conseillers invités pour la modernisation de l'Empire ottoman, y compris au XVIIIe siècle, les premières écoles ouvertes, ce sont des écoles francophones, ou en tout cas des écoles où des enseignants français francophones enseignaient et instruisaient en fait les élites locales. Inversement, ce n'est pas du tout en sens unique. La France est aussi un des rares pays, un des premiers pays à avoir introduit la culture orientale et la culture islamique à travers l'Empire ottoman. C'est-à-dire les premières traductions en fait sont faites à partir du turc, notamment au XVIIe siècle. Tout le monde connaît en fait la fameuse bibliothèque orientale de Berthelot, qui est une somme en fait de la biobibliographie du monde oriental, de tout ce que le monde oriental a produit, le monde oriental musulman, évidemment, je parle, non pas le monde extrême oriental, c'est-à-dire pas la Chine, pas le Japon, etc., mais le monde oriental musulman. La bibliothèque orientale de Berthelot est une somme qui a été essentiellement en fait traduite à partir de l'ouvrage monumental de Khatib Çelebi, en arabe d'ailleurs, intitulé Keshf Zunun, c'est la découverte des doutes ou des lieux ou des notions, douteuses. Eh bien, cet échange en fait culturel, cet échange en fait entre les deux pays, l'Empire ottoman d'un côté et la France de l'autre côté, a duré jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et à la fin du XVIIIe siècle, en début de recul subi en fait par les Ottomans, cet empire reste encore un empire puissant, en tout cas très étendu, sur à la fois la carte européenne, mais aussi la carte orientale, c'est-à-dire reste un empire tricontinental, et que, à ce titre-là, il y a évidemment des différentes périodes et des différentes étapes. L'Empire ottoman reste quand même extrêmement étendu, et c'est peut-être aussi d'ailleurs cette étendue, cet immense territoire est aussi sa faiblesse, c'est-à-dire que ça lui donne beaucoup évidemment de difficultés et donc des difficultés financières, militaires et politiques de préserver l'intégrité en fait de ce territoire. Il serait évidemment difficile de tenir en fait cet empire dans des périodes où beaucoup de peuples en fait affirment leur identité, de garder dans une sorte de centralité. Et tout le 19e siècle, le 18e, mais surtout le 19e siècle, consistera justement à pouvoir garder un minimum de territoire cohérent. Et c'est dans ce contexte-là que la France et l'Empire ottoman deviennent pour la première fois, dans le cadre de la Révolution française, en fait, j'allais dire, presque contemporains. Contemporains dans le sens où le premier sultan, le grand réformateur, le premier grand réformateur Sélim III, est tout à fait contemporain en fait de la Révolution française. C'est-à-dire, il est exactement, c'est pas du tout de la même éducation, c'est pas du tout le même lieu, mais il se trouve que, en fait, il est contemporain de la Révolution française, et ce n'est pas seulement contemporain lointain, c'est un prince qui entretient en fait des relations privilégié dans un premier temps avec Louis XVI. C'est-à-dire, au moment de la Révolution française, Sélim III a un correspondant, on peut dire un envoyé extraordinaire, dans la cour de Versailles, auprès de Louis XVI. C'est le fameux Ishak Bey, en fait, qui deviendra
par la suite, c'est un personnage extraordinairement comment dire, intéressant, puisqu'il deviendra en fait droguement, etc., partout. Il ira en Russie, il sera poursuivi par les Ottomans ensuite, etc. Enfin, c'est un personnage extrêmement célèbre et qui entretient donc des relations, comment dire, maintient des relations entre Louis XVI et Sélim III. Donc, Sélim III, on peut dire, suit un peu les différentes étapes de la Révolution française et même, je dirais, dans un premier temps, les Ottomans, en fait, accueillent la Révolution française, cet événement, comme un événement d'abord interne à l'Europe. Et je dirais même que ça leur plaît, en quelque sorte, que toute l'Europe royaliste, en fait, se ligue contre les Français et que ça leur laisse, en fait, un peu de répit. C'est-à-dire l'Autriche, en fait, et la Russie surtout, les deux ennemis héréditaires, en fait, de l'Empire ottoman, en réalité, donc, laissent un peu de côté, en fait, les Ottomans et s'occupent essentiellement, en fait, de la France. Et donc, du coup, les Ottomans déclarent une neutralité, en réalité, une neutralité bienveillante vis-à-vis de la France. Et tout au long de l'expédition d'Égypte, lorsque j'allais dire, la révolution tournera ses armes contre l'Empire ottoman, contre ses alliés, les Ottomans, évidemment, n'arrêteront pas de rappeler aux autorités françaises combien, pendant cette période de neutralité, pendant ce qu'on appelle la première coalition européenne contre la France, combien les Français avaient aidé. En réalité, les Français, notamment en ce qui concerne le ravitaillement en fait, des Français dans la période où la pénurie des céréales et des vivres faisait rage dans la population, dans les années 89, 90, 91, je dirais même au-delà, en fait, en réalité, les choses vont tout doucement se gâter, notamment, et un premier choc aura lieu lorsque Louis XVI, en fait, sera décapité. Donc ça, c'est un premier choc, c'est-à-dire que la révolution qui mange ses enfants, et la révolution qui dévore les rois, n'est pas forcément en fait du goût en fait des sultans, et surtout avec la peur un jour qu'en fait cette chose se retourne contre lui, et il a eu probablement tort bien avant l'heure, puisque effectivement, lui, il finira par être assassiné, tout simplement par le plèbe, la populace en réalité, et il sera effectivement non seulement détrôné, mais il sera aussi décapité. Donc, cette première choc, en fait, c'est l'assassinat de Louis XVI. Deuxième choc, évidemment, lorsque la France révolutionnaire, mais surtout la France révolutionnée, comme on dit, eh bien, sous la conduite en fait de Bonaparte, sous des armées bonapartiennes, la France devient, comment dire, possesseur en fait des territoires vénitiens et italiens, et que l'Italie devient en fait en quelque sorte une chasse gardée des Français. En l'occurrence, disons, ça serait moins grave si les deux pays, pour la première fois dans leur histoire, ne devenaient pas voisins par la possession, en fait, des îles ioniennes tout au long, justement, de cette région. Alors, je montre comme ça. Donc, toutes ces îles-là, les îles ioniennes au sud de la mer Adriatique, en fait, la frontière ottomane, tout simplement, passe par là. Donc, les Ottomans et les Français, pour la première fois dans leur histoire, deviennent voisins. Et évidemment, ce n'est pas du tout un voisinage innocent, puisque les révolutionnaires, et notamment Bonaparte et ses généraux, ne vont pas s'arrêter là, puisque pour eux, pour la Révolution française, il faut évidemment porter la civilisation, porter la libération des peuples, la libération des peuples opprimés sous le despotisme oriental. Et ce despote, c'est qui? Je vous en donne 1000. Évidemment, c'est le sultan. Donc, ces populations, notamment les populations grecques et les populations albanaises,
et des populations de toute cette région n'ont pas forcément attendu l'arrivée des Français, mais il n'empêche que leur arrivée et la machine en fait de propagande idéologique qui est mise en place, c'est-à-dire des milliers des millions de tracts imprimés, etc., qui sont distribués. Et ils n'ont pas attendu l'arrivée des Français, mais ça a encouragé considérablement, en fait, la prise de conscience de l'identité grecque, et notamment, là aussi, depuis la fin du XVIIIe siècle, la prise de conscience que les Grecs contemporains de cette époque-là sont en fait tout simplement les héritiers de la Grèce antique, et que par conséquent, il fallait absolument reprendre en fait le flambeau, et que par ce biais-là, un jour, se libérer en fait du joug ottoman. Vous pensez bien que les Ottomans ne sont pas des sourds, surtout qu'ils ont, je reviens un peu à l'arrière, ils ont des pachas partout. Alors ici, ils ont des pachas partout, en Algérie, en Tunisie, en Libye, ils ont des pachas, donc des provinces en Crète, ils ont des pachas à Morée, ils ont en fait partout. Toutes ces activités de propagande, évidemment, est surveillée étroitement. Et alors c'est là que justement on découvre dans les archives ottomanes tout le flot de lettres qui arrivent au jour le jour de toutes ces provinces, et tous les jours en disant mais qu'est-ce qui se passe. Et ce n'est pas seulement la propagande, évidemment les Français s'installent dans ces territoires, installent des ports, construisent des ports, installent des flottes, installent des bases militaires dans toutes ces îles qui sont, j'allais dire, face à face en fait avec les territoires ottomans. Donc il est évident que donc, le traité de Campo Formio de 1797, en réalité, est un avertissement général. Il n'y a pas encore de déclaration de guerre, mais c'est un avertissement important dans la mesure où tout le monde peut penser qu'après l'Italie, ça sera probablement le tour de l'Empire ottoman, mais on ne sait pas quelle province, quelle partie de l'Empire ottoman. Donc là, la Révolution, les effets, j'allais dire, un peu amusants de la Révolution française, la colonie française à Istanbul qui plantait les arbres de liberté, le cocarde exprimé, et que tout le monde s'amusait en voyant les sans-culottes défiler dans les rues d'Istanbul. Tout ça, en fait, finalement, est devenu trop sérieux pour ne pas être pris, pour ne pas être considéré. Et en 1797, Selim III demande à son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Atif Effendi, de rédiger un rapport, finalement, en réalité, pour la première fois, un rapport général pour savoir quelles sont les causes de la Révolution française et quel est l'impact de la Révolution française sur l'Empire ottoman. Voilà, ce rapport. Alors, ce rapport a été malheureusement un peu, écorné, publié à moitié, etc. Notamment, vous voyez un extrait en fait de traduction en fait de ce rapport dans l'ouvrage de Bernard Louis sur la laïcité dans l'Empire ottoman, enfin dans la Turquie, l'islam et la laïcité en Turquie. En fait, pour la première fois, ce rapport tel qu'il est, ça ne paraît pas long, mais en réalité, ça en dit long. C'est un dit extrêmement long, et je vous donne juste quelques extraits pour l'analyse, en réalité, que les Ottomans font, à la fois de la Révolution française, la manière dont ça s'est déroulé, et les conséquences, en fait. Évidemment, les conséquences, c'est que la Révolution française, 10 ans après, finalement, a des conséquences extrêmement graves à l'extérieur de ses frontières, et surtout, cette révolution tourne ses armes contre ses amis par des gens qui ne connaissent qui n'ont ni foi ni loi. C'est comme ça qu'en fait c'est interprété, ni foi ni loi, c'est-à-dire que c'est la populace qui a pris en quelque sorte le pouvoir, et l'arme de cette populace, un certain nombre de généraux de tête brûlée, c'est comme ça qu'ils interprètent, et que
après les célèbres athées, Voltaire et Rousseau, en réalité, les armées napoléoniennes sont devenues des célèbres athées militaires qui attaquent en fait les territoires des voisins. Alors, les territoires des voisins d'abord, c'est-à-dire l'Italie, essentiellement, l'Autriche, mais aussi l'Europe, et en plus, sous des prétextes fallacieux. Alors là, évidemment, nous sommes totalement dans l'épistémologie, en fait, comment dire, à la fois de la Révolution française et surtout la réception, en fait, des notions, des concepts de la Révolution française par le monde oriental et surtout par les Ottomans. Comment ils les appellent la déclaration des droits de l'homme, évidemment, Ahmed Artif Effendi, ce n'est pas un révolutionnaire. Il a une ironie extraordinaire dans son discours et qui considère qu'en fait tout ceci est en réalité est un avertissement extrêmement néfaste pour ce qui va arriver. Dans ce rapport, il ne parle pas du tout encore, évidemment, de l'Égypte, mais il décèle que les armées napoléoniennes ne vont pas rester sur les îles. Alors, au pire, ils envisagent peut-être, sûrement, une expédition contre les Dardanelles, contre Constantinople, pas pour occuper Constantinople, mais éventuellement pour aller combattre les Russes à travers la mer Noire, puisque la Russie était un élément essentiel, en fait, de la première coalition avec l'Autriche, donc qui combat, en fait, les armées révolutionnaires. Par conséquent, on peut éventuellement envisager qu'il pouvait forcer les Dardanelles pour aller en mer Noire. Personne ne pense effectivement à cette époque-là que les Français pouvaient aller si loin dans leur expansion, dans leur volonté d'expansion. La Révolution pouvait exporter si loin en fait ses armes. Par conséquent, on peut dire, et c'était voulu, ceux qui ont préparé l'expédition d'Égypte, c'est-à-dire Talleyrand et Bonaparte, évidemment, je dirais même Talleyrand et Bonaparte seulement, ou presque seulement, puisque le directoire, évidemment, était parfaitement au courant des projets, mais le directoire avait d'autres projets en tête, c'est-à-dire éloigner surtout Bonaparte, en fait, de Paris, pour qu'il puisse aller montrer, en fait, ses valeurs militaires ailleurs, plutôt que dans les rues de Paris. Donc, c'est une autre histoire, mais en réalité, à cette époque-là, et ça c'est évidemment c'est un grand tort des Ottomans, à cette époque-là, les Ottomans n'arrivaient absolument pas à imaginer une seconde que les Français pouvaient avoir des visées sur l'Égypte. Pourquoi ? En fait, tout simplement parce qu'ils ignoraient, comment dire, tout le capital accumulé, capital intellectuel accumulé dans l'histoire intellectuelle française concernant le mythe de l'Égypte, concernant les projets que les Français avaient concernant en fait l'Égypte. Alors, pour avoir une idée, j'avais commis un autre livre il y a quelques années. C'était un livre du même genre. C'était le projet de conquête de Constantinople par Louis XIV. Et dans ce livre-là, effectivement, j'avais étudié évidemment un très grand nombre de projets très détaillés concernant justement les projets de conquête de l'Égypte et éventuellement de l'Empire ottoman, le projet de partage de l'Empire ottoman. Et si les Ottomans étaient un peu plus avertis et plus cultivés, on peut dire, concernant les affaires européennes, eh bien, ils auraient dû voir que, par exemple, ce que Bonaparte a fait en Égypte dans cette expédition, Leibniz, en 1672, Leibniz, donc le grand philosophe, l'avait déjà proposé dans un ouvrage de 450 pages, l'avait déjà proposé à Louis XIV, et que ce projet-là, Bonaparte l'avait vu. L'avait vu parce qu'on a des preuves, on a vu parce que le dossier
protégé, enfin gardé, conservé dans la bibliothèque de Hanovre, en fait, il y a une copie qui se trouve à l'Institut de France. Et c'est Monge qui l'avait montré avant l'expédition d'Égypte. Et Monge lui avait montré, mais finalement, il n'avait pas besoin, en fait, ni de Leipzig, ni d'autre ça. Il y avait Volney, qui est un grand ami intellectuel, on peut dire, de Bonaparte et des généraux, avait déjà voyagé très longuement en 1783 dans toute l'Égypte et toute la Syrie, et qui avait montré justement Voyage en Égypte et en Syrie, son ouvrage très célèbre, qui avait montré qu'en fait il y avait là, comment dire, un territoire à conquérir qui n'attendait que les armées françaises finalement. Effectivement, décrivait parfaitement donc la, comment dire, Leibniz d'ailleurs le décrivait. Volney le décrivait aussi en disant ben, Alexandrie, c'est rien du tout, c'est absolument pas fortifié, les fortifications sont en ruine, vous pouvez y aller comme si vous alliez comment dire, chez vous sans aucun problème. Et effectivement, tout ce projet avait un mot-clé, c'est le secret. Alors, à l'époque, Sélim III avait un ambassadeur sur place, donc je vous fais grâce des péripéties en fait, de cet ambassadeur. Il était à Paris et finalement, Talleyrand, vous pensez bien qu'il a absolument fait tout ce qui était nécessaire pour que l'ambassadeur en question, il s'appelle Ali Effendi, Moral Ali Effendi, n'ait absolument pas aucune information, aucune nouvelle, et qu'on ne l'a même pas laissé envoyer un émissaire à Toulon pour savoir ce qui se préparait, ce qui se tramait à Toulon. Donc, ils ont tout fait pour que l'ambassadeur soit berné totalement et que l'expédition, en fait, soit organisée. Pour vous dire, alors je n'ai pas ramené les documents ici, mais c'est parce que vous les avez dans le livre, évidemment, parce que le but, c'est quand même un jour que vous lisiez le livre. C'est l'ambassadeur ottoman à Paris obtient seulement l'information de la prise de Malte, parce que sur la route, Bonaparte occupe Malte, vous le savez, et que par la suite, le 1er juillet, occupe Alexandrie, et que à la fin du mois de juillet, la flotte française a été complètement détruite par les Anglais, et que et au mois d'août, justement, de la même manière, Le Caire a été occupé. C'est seulement le 6 octobre 1798 que l'ambassadeur Ali Effendi prévient le sultan que Malte a été prise par les Français et que c'est une nouvelle heureuse. Ainsi, les musulmans, les prisonniers musulmans détenus par les chevaliers de Malte vont être libérés. Et qu'en contrepartie, il était temps, effectivement, que les Ottomans aussi libérassent les prisonniers, les forçats en fait chrétiens dans les prisons et dans les flottes ottomanes. 6 octobre. Alors il y a une belle note du sultan à la main du sultan. Quel âne, quel bougre d'âne. Ne échec rifmish. C'est un document en fait que vous le trouverez dans l'ouvrage. Autrement dit, le secret a été parfaitement bien gardé. L'expédition a eu lieu et le sultan n'a pas eu le temps. Alors, n'a pas eu le temps, en fait, de prévenir tout simplement les Mamelouks égyptiens, c'est-à-dire les beys en Égypte. Et on peut dire la première grande conséquence, avant même la déclaration de la guerre, la première grande conséquence, c'est que l'Empire ottoman est jeté par la force des choses dans les bras de son ennemi traditionnel, c'est-à-dire la Russie. C'est-à-dire que désormais, et c'est justement le début d'une coalition, d'une deuxième coalition. Pendant la première, je l'avais dit, les Ottomans étaient parfaitement neutres, et cette fois-ci, c'est une grande coalition qui en fait, a été mise en place à cause justement de cette expédition par le biais des Ottomans, c'est-à-dire l'Angleterre, la Russie et le roi de Sicile, etc. Et que pour la première fois, sous l'œil ébahi de la population stamboliote, la flotte russe traverse pour la première fois le détroit du Bosphore et des Dardanelles, ce qui est quand même une première dans l'histoire, et c'est la conséquence directe, j'allais dire, du début de l'expédition d'Égypte.
Alors, en Égypte, je vous fais grâce de ce que c'est la situation de l'Égypte à cette époque-là par rapport à l'Empire ottoman. En fait, en réalité, l'Empire ottoman avait déjà organisé quelques années auparavant, en 1786 et 87, une autre expédition pour punir justement ces beys-là, c'est-à-dire Murat Bey et Ibrahim Bey, qui en réalité, on peut dire, entre guillemets, suçaient le sang, en fait, financièrement des Égyptiens et de l'Égypte, et que les Ottomans, le sultan n'était absolument pas content, parce que du coup, le tribut qu'il devait envoyer annuellement à Istanbul n'est jamais été envoyé, et que, évidemment, les dépenses locales ont été englouties par ces beys locaux, ces beys mamelouks, en fait, d'origine d'ailleurs géorgienne, la plupart, notamment ceux-là, et que cet argent-là a été investi dans des palais somptueux, en fait, sur le Nil et dans les faubourgs, en fait, de l'Égypte, et que par conséquent, la situation de l'Égypte, effectivement, à cette époque-là, il est vrai, n'était pas aussi, j'allais dire, claire que cela, au moins vu de l'extérieur. Vu de l'extérieur, je dirais, parce que tout le monde pensait qu'en fait, les Ottomans avaient, avec l'Égypte, à peu près le même genre de relation qu'avec leur province maghrébine, par exemple, qui était beaucoup plus lointaine, et avec des relations beaucoup plus lâches, et avec la constitution des dynasties depuis le XVIIIe siècle, qui avaient pratiquement, on peut dire, pris leur autonomie. Le sultan a envoyé des pachas, mais en fait, ces pachas étaient plutôt, j'allais dire, honorifiques qu'autre chose. Eh bien, il s'est produit la même chose à peu près en Égypte à cette époque-là, et c'est la raison pour laquelle, quelques années auparavant, et probablement d'ailleurs, les Français avaient une très bonne connaissance de cette expédition d'Égypte ottomane, de Djezaïrli Hassan Pacha d'Algérie, il est originaire d'Algérie, c'est un grand amiral et qui deviendra par la suite grand vizir. Eh bien, probablement il y a eu, mais ils ignoraient plusieurs choses, sous-estimaient d'abord la place de l'Égypte dans l'histoire ottomane et dans l'idéologie ottomane. En fait, l'Égypte, pour les Ottomans, était considéré comme tout simplement, d'abord sur le plan géostratégique et économique, c'est fondamental, mais surtout la porte des lieux saints. C'est-à-dire, l'Égypte, en fait, est un point fondamental pour accéder aux lieux saints. C'est-à-dire la mer Rouge, que ce soit le pèlerinage, tous les pèlerins qui viennent du Maghreb viennent en fait passer évidemment par le Caire pour traverser la mer Rouge et aller dans le pèlerinage. La même chose, une bonne partie en fait des pèlerins qui viennent par la voie de terre, par la Syrie et la Palestine, en réalité, ils ne passent pas tous par le désert du Sinaï et par le désert, ils passent aussi, parce qu'il n'y a pas de canal à cette époque-là, je vous le rappelle, ils passent aussi au Caire, et de là, ils passent la mer Rouge et traversent, en fait, donc l'Égypte, en fait, est le point fondamental pour commander à la fois l'océan Indien, la mer Rouge, les relations des Ottomans avec l'Afrique noire, et évidemment les lieux saints, de l'ensemble des lieux saints, y compris même d'ailleurs le Maghreb. Quelquefois, on peut aller plus facilement de l'Égypte au Maghreb que de traverser en fait les mers qui sont dangereuses, puisqu'elles sont infestées de pirates occidentaux. Par conséquent, il vaut mieux aller quelquefois par là plutôt que de traverser en fait la mer. Les Ottomans ont essayé à plusieurs reprises en fait de casser en fait les barrières pour la traversée de la mer. Notamment, ils ont essayé de conquérir Malte, mais ils n'ont jamais réussi. Par conséquent, ils sont parfaitement tributaires de l'Égypte. Et donc cette expédition, forcément, contrairement à ce que Bonaparte pouvait le penser, parce que pour lui, en tout cas, la propagande, disons, bonapartienne est mise en place, pour lui, en réalité, il fallait aller punir les beys mamelouks parce qu'ils faisaient des misères aux négociants français. C'était ça, le leitmotiv idéologique répandu dans un premier temps à l'ensemble en fait, de la population musulmane et arabe. Or, évidemment, ce discours n'a absolument pas tenu, et donc la déclaration d'abord le gouvernement, le Selim III, évidemment, était totalement dans tous ses états.
il a passé en réalité, et ça on peut l'étudier à partir de documents, pendant 3 ans, jour et nuit, le sultan et tout son gouvernement ont passé à gérer la guerre franco-ottomane pendant 3 ans. Et ça, on peut le savoir à travers, justement, toutes les notes, en fait, qui sont, regardez, surtout là-haut, toutes les notes, en fait, qui sont en bas, généralement de la main du sultan lui-même. On se demandait quand est-ce qu'il dormait. Eh bien, c'est le changement de gouvernement, c'est la déclaration. Alors, ce n'est pas une guerre, comment dire, une guerre locale et provisoire, c'est une guerre sainte qui a été déclarée contre les Français. Et ça, c'est le texte de Fetwa. Alors, le Fetwa, pour ceux qui savent, c'est l'avis religieux pris par les plus hautes autorités, la plus haute autorité de l'islam sunnite, évidemment, qui se trouve au siège du califat. C'est le cheikh l'islam. Le deuxième personnage, on peut dire, après le grand vizir, le grand personnage, et qui, justement, demande à la fois à la population musulmane, mais à l'ensemble du monde musulman, en fait, de prendre les armes contre l'infidèle. Contre l'infidèle, les Français. En ignorant que les Français n'avaient rien à faire avec la religion. D'ailleurs, il faut dire, ils s'appellent les infidèles, c'est-à-dire les traitent comme des chrétiens. En réalité, ils sont... On peut dire qu'ils étaient plutôt athées qu'autre chose. Ils avaient d'autres buts que d'aller répandre la chrétienté. Toujours est-il que ce fatwa, en fait, est un fatwa fondamental parce que depuis longtemps, en réalité, le sultan ottoman n'a pas joué son rôle de calife, c'est-à-dire le rôle de leader du monde musulman sunnite. C'est rarement... La première fois, c'était à l'époque de Suleiman le Magnifique. La deuxième fois, c'était en 1774 contre la Russie. Et c'est la troisième fois qu'en fait, le calife essaye de mobiliser pas seulement ces provinces musulmanes, mais l'ensemble du monde musulman, notamment les musulmans du Maroc, qui ne dépendaient pas du sultan ottoman, les musulmans d'Inde, les musulmans de l'Asie centrale. Et ce fatwa a été envoyé partout dans le monde musulman, sunnites. Les Iraniens, c'est une autre histoire. On ne les mêle pas trop dans les affaires des sunnites parce qu'on les considère comme jouant double jeu, jouant en fait un peu à l'extérieur de l'islam, etc. Ainsi, si nous pouvons parler d'une expédition française d'Égypte, puisque quand on parle de l'expédition d'Égypte, en réalité, on passe seulement à l'expédition française, c'est-à-dire à l'expédition Bonaparte. Or, il y a une expédition aussi importante, sinon beaucoup plus et beaucoup plus, multiple, ottomane. Cette expédition qui a duré 3 ans, regardez la date du départ. Dans l'histoire ottomane, c'est extrêmement... ça n'existe pas. Un grand vizir qui passe 3 ans de sa vie, de son gouvernement sur les routes, ça n'existe pas ailleurs. C'est le premier et le dernier. Je peux vous le dire parce que si je ne connais rien, j'ai étudié beaucoup l'histoire ottomane, prof d'histoire. Eh bien, voilà, il est parti... regardez, il est parti au mois d'août 1802, au mois de juin 1799, et il est revenu à Istanbul au mois d'août 1802. Le grand vizir, avec tout son gouvernement. C'est-à-dire qu'à Istanbul, il y a un autre gouvernement parallèle avec le sultan qui est en place. Et donc, ceci, en fait, a été totalement négligé, moi je peux vous le dire, par l'historiographie à la fois occidentale, et alors je peux vous dire aussi par l'historiographie aussi ottomane et turque. C'est-à-dire que en Turquie, la dernière fascicule très, très mauvaise, on peut dire, de l'expédition ottomane en Égypte contre les Français date de 1938. Je peux vous le dire, c'est vraiment rien du tout. Autrement dit, c'est un élément, c'est pour ça qu'en fait le livre s'appelle L'autre histoire. Effectivement, l'autre histoire a encore beaucoup de choses à dire, c'est-à-dire à la fois sur les relations franco-ottomanes, mais ce n'est pas seulement sur les relations franco-ottomanes, c'est
l'ensemble, en fait, de l'histoire de la Méditerranée, on peut dire orientale, mais je dirais même du Proche-Orient. Alors, je finirai par juste donner des conclusions en ce qui me concerne, en fait, de l'expédition d'Égypte, c'est-à-dire quelles conséquences, en réalité, parce que, évidemment, je ne vais pas détailler tout ça, les théâtres d'opération, la mobilisation des armées de terre et des armées navales, les coalitions entre l'Angleterre et la France, évidemment, parce que les Ottomans, encore une fois, il faut le dire, on l'a dit au début, n'étaient absolument pas capables de défendre, en fait, tout simplement, tous ces territoires lointains, parce que tout simplement, ils n'avaient pas une armée navale suffisamment puissante et équipée et nombreuse pour pouvoir. Donc, il fallait absolument faire appel à des alliés. Alors, Ahmed Atif Effendi, le premier qui a fait le rapport en disant, eh bien, pour un certain temps, on peut, se faire alliance avec ses amis traditionnels. Ses ennemis traditionnels, c'est-à-dire l'Autriche, la Prusse et la Russie, et puis appeler au secours d'autres puissances, comme l'Angleterre, justement. Voilà, donc les théâtres d'opération, je vous laisse découvrir dans le livre, et c'est une guerre à la fois militaire, c'est une guerre économique, et c'est une guerre aussi idéologique. Alors ici, vous avez un document, alors je le mets exprès, c'est un document d'abord en arabe, ce qui est quand même extrêmement rare. Les Ottomans, le sultan n'écrivait pas, en fait, à ces provinces des documents en arabe. Ils envoyaient des lettres en turc et si c'était nécessaire, on pouvait le traduire éventuellement sur place. Mais ici, vous avez en fait un document en arabe envoyé un peu partout à des différentes pachas, mais aussi à des différents personnages, en fait, du monde musulman, et qui reprennent justement les arguments pour démolir les arguments de Napoléon, de Bonaparte, en fait, qui évidemment se déclarait comme étant le sultan juste, le grand sultan, Sultan el-Ekber, il disait, et puis etc., pour dire que finalement, il faut, introduire un islam juste, à la limite, lui, il pouvait le faire, etc. Donc, ça n'est pas la peine forcément de rester sous l'autorité du sultan ottoman, etc. Et donc, toutes ces lettres-là, c'est un argumentaire, justement, pour lutter idéologiquement contre les lettres que Bonaparte inondait, en fait, le Moyen-Orient, le monde musulman, les théâtres d'opération, évidemment, toute la cartographie ottomane qui est mise en place, alors souvent d'ailleurs, cartographie ou ingénieurs ou militaires, ce sont des anciens immigrés, c'est-à-dire des royalistes, en fait, qui sont mis au service du sultan. Alors, vous avez ici, justement, une carte faite par un Koffer, un Français, qui était au service, en fait, du sultan avant la Révolution. Et pendant la Révolution, il est resté, fidèle au roi. Et ensuite, il s'est réfugié, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, en Russie. Il a fini, en fait, sa vie en Russie, au service, en fait, du tsar. Ces archives se trouvent à Saint-Pétersbourg. Et là, c'est une carte, justement, dressée par la carte d'Aboukir. Donc, évidemment, c'est pour ça que le livre s'appelle Alexandrie. Il y a c'est le débarquement, en fait, malheureux des Ottomans en 1799 à Aboukir. Débarquement, défaite, en fait, qui en réalité a donné à Bonaparte ses galons pour retourner en France avec une victoire. Parce qu'il rentrait en réalité de la Syrie, de Saint-Jean d'Arc, où il a reçu évidemment un accueil que vous connaissez. Je ne me permettrai pas de le dire, puisque son armée a été décimée quasiment, et donc il rentrait en fait tout simplement avec cette défaite dans les bras, et les Ottomans ont eu l'imprudence outrecuidante, on peut dire. Ils ont fait un débarquement sans trop de préparation, sans trop d'alliés, etc. Et que Bonaparte a eu le temps de venir les accueillir cette fois-ci et pour leur donner une leçon. Donc il y a eu à peu près, on peut imaginer qu'il y a à peu près 10 000 morts du côté ottoman. Et donc, quelques jours après, au mois d'août 1799, le 23 août très exactement, Bonaparte rentrait en France victorieux.
Et c'est comme ça qu'en fait, il a pris le pouvoir, il est devenu consul, etc., parce que les populations l'accueillaient comme étant le héros de conquérant en fait, d'Égypte. En laissant évidemment son armée derrière. Alors, vous pouvez imaginer combien les Ottomans en ont fait, en fait, sont gargarisés en disant, vous avez vu, donc une autre programme est mise en place en disant votre général en chef vous a laissé sans protection ni rien, il vous a abandonné. Alors voilà, donc toute la machine est mise en place et c'est effectivement Kléber qui est resté derrière comme commandant en chef a été obligé de gérer en fait cette présence et il a payé de sa vie puisqu'il a été assassiné. En laissant à sa place Menou. Alors, avec une autre politique, le fameux général Jacques Menou, que lui, il est devenu musulman, en fait, pour pouvoir éventuellement garder l'Égypte comme une colonie française dans le futur. Et je vous passe les détails pour vous dire, voilà une autre carte, c'est on peut dire l'assaut final des Anglo-Ottomans en fait contre l'Alexandrie et contre l'Égypte en général. Voilà, il faut le découvrir dans le livre. Conséquence, en fait, justement, c'est cette expédition en Égypte. D'abord, moi je vous dis après, je vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est un gâchis pour la France et un atout pour le Bonaparte. C'est-à-dire un gâchis pour la France, c'est une évidence, mais c'est un atout certainement pour Bonaparte, pour son ascension. C'est le résultat de tout le contraire du résultat escompté au départ. Qu'est-ce qu'on escomptait? On escomptait qu'en fait, l'Angleterre allait, comment dire, les colonies indiennes des Anglais, en fait, allaient être ravies aux Anglais en occupant l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte sera occupée par les Français et que désormais les Britanniques ne pourraient jamais en fait atteindre leur colonie indienne. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est produit, puisque à cette époque-là, la présence anglaise était quasiment inexistante en fait en Égypte et même au Moyen-Orient. Eh bien, grâce aux Français, les Anglais sont installés en Égypte définitivement jusqu'à l'indépendance de l'Égypte, puisqu'ils leur ont donné des armes parfaitement. Et donc, c'est tout le contraire qui s'est produit. Pour l'Empire ottoman, évidemment, c'est le début du démembrement en fait, de l'Empire ottoman. Et c'est la prise aussi de conscience aussi pour la poursuite en fait, des réformes. C'est-à-dire une armée française lointaine sous le commandement d'un général de 28 ans qui vient occuper l'Égypte, leur province chérie, leur province qui est le porte en fait des dieux saints, comme on disait, Babul Haramain, on disait en fait, c'est-à-dire la porte des lieux saints. Eh bien, c'est un avertissement considérable, évidemment, et c'est une prise de conscience, et c'est pour ça qu'en fait, la troisième partie de mon intervention sera évidemment, c'est le retour à la Révolution française. Comment, en fait, cette révolution, en fait, a produit des armées aussi entraînées, aussi puissantes et aussi bien équipées. Autre conséquence, et ça c'est très important, c'est l'internationalisation, en fait, moyen-orientales depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la mise de pied de Bonaparte en Égypte, jusqu'à aujourd'hui, l'intervention étrangère, on peut dire, en tout cas, alors on peut dire les Ottomans étaient aussi étrangers, mais pas de la même manière probablement, j'en sais rien, ça c'est discutable, mais en tout cas pour l'internationalisation de la question moyen-orientale jusqu'à aujourd'hui, on peut dire c'est l'expérience en fait bonapartienne qui l'a installée. Pour l'Égypte, évidemment, a des conséquences extrêmement importantes. L'historien en a discuté, moi je ne reviendrai pas là-dessus, mais en tout cas, l'expédition d'Égypte, évidemment, c'est le début de la modernisation aussi de l'Égypte. Il ne faut quand même pas l'oublier, parce que nous n'avons pas parlé des savants, etc., c'est-à-dire la mise en place d'un certain nombre d'institutions. Et autre conséquence extrêmement importante pour les Égyptiens,
c'est la prise de conscience de l'identité égyptienne par ailleurs. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est-à-dire les Égyptiens, pour la première fois, depuis longtemps, eux-mêmes étaient consultés par une armée étrangère, puisque Bonaparte, évidemment, a mis en place les diwans, les fameux diwans, en fait, où les notables, et notamment les oulémas, étaient consultés régulièrement. Et donc ça, c'est quand même, on peut dire, le début de l'indépendance, et finalement, le début de l'indépendance, en fait, égyptienne. Pour le monde musulman, c'est aussi... pour le monde musulman en général, c'est aussi le début de l'expérimentation effective de la colonisation pour le monde musulman, puisque l'expédition d'Égypte fut, on peut dire, un peu l'arrière-cour, en fait, de l'expédition française en Algérie en 1830. C'est le même... alors quand je dis ça comme ça, ce n'est pas du tout une exploration comme ça de l'idée, parce qu'en fait, l'expédition d'Égypte faisait référence à des projets qui avaient existé il y a un siècle, 2 siècles, et ça on a tous les éléments pour le prouver, et l'expédition d'Égypte, comment dire, l'expédition française en Égypte a servi de modèle également pour l'expédition française en Algérie. Donc, et pour terminer, on peut dire l'expédition d'Égypte a terni considérablement l'image de la Révolution française qu'elle pouvait avoir dans le monde musulman et oriental. Et ça, je passe, donc ça permettra en fait de passer à la troisième partie. Et tu me diras l'heure. Alors, très court, comme ça on laissera la place à la discussion. Évidemment, la paix franco-ottomane installée, signée en 1802, en réalité, les réformes, on peut dire, sur le modèle de la Révolution française, entreprises commencées par Sélim III, ont repris tout de suite, après son assassinat, hélas pour lui. C'est-à-dire en 1808, il a été assassiné. Son successeur, Mahmoud II, a attendu un certain temps, parce qu'il était jeune quand il est arrivé au pouvoir, et justement l'assassinat de son prédécesseur fut un choc considérable, et donc il a laissé un certain temps, pendant une dizaine d'années, avant de reprendre en fait le flambeau. Alors cette fois-ci, on peut dire sur l'ensemble de l'expérience, pas seulement de la Révolution française de 1789, mais aussi de toutes les étapes de la Révolution française, et notamment les autres révolutions qui vont avoir lieu, notamment la révolution de 1830, la Constitution, la Charte de 1830, la Charte de Charles X, en fait, va servir presque mot pour mot à la charte adoptée par les Ottomans en 1839. C'est-à-dire Mahmoud II va préparer cette charte de 1839 qu'on appelle la charte des Tanzimat, la charte des réformes. En réalité, c'est une charte qui reprend en fait tout simplement un certain nombre de notions des droits de l'homme. Et pour les Ottomans, la question fondamentale à cette époque-là, c'était surtout l'égalité entre les différentes nations, enfin les différentes communautés composant l'Empire ottoman. Donc l'essentiel en fait de la préoccupation des Ottomans à cette époque-là, et dans les notions d'égalité, c'était que les musulmans, les chrétiens et les juifs étaient égaux. Il fallait en fait le signaler. Et donc cette charte de 1839, on peut dire, est le document fondamental de l'ensemble de l'expérience démocratique et j'allais dire révolutionnaire par le haut du monde ottoman, mais aussi du monde turc, et par la suite évidemment, et en même temps peut-être parallèlement, parce que dans cette même période, en Égypte, Mehmed Ali Pacha entreprend aussi le même genre en fait de réforme. Donc tout ceci, on peut dire, les notions en fait les personnages en fait extraordinairement importants de cette époque-là, Mahmoud Kemal d'un côté, c'est-à-dire l'intellectuel et le poète, et l'homme de l'expérience du terrain, Mithat Pacha, à droite, évidemment, sont des gens qui ont
Alors d'abord, ils sont formés à la française, ils ont été exilés ou tout simplement séjournés longtemps en France, et qu'ils étaient francophones, et qu'ils ont entrepris tout simplement, en fait, d'établir la première constitution ottomane de 1876, Kanun Esası, c'est-à-dire la loi fondamentale, et la mise en place du premier parlement, on peut dire, sur le modèle du premier parlement, en fait, français. Et alors, il y a des historiens qui même établissent à la limite même des parallèles presque chronologiques, en fait, entre la Révolution française. Il y a un historien qui s'appelle Caradeveau et qui a établi des analogies chronologiques entre la France et l'Empire ottoman concernant la Révolution française. Il dit: la charte française fut adoptée après Charles X en 1830, sous la monarchie de Juillet. Celle de l'Empire ottoman, c'est la charte des réformes de Tanzimat de 1839, renouvelée en 1856. Le code civil français fut promulgué en 1804. Celui de l'Empire ottoman, la Medjelle, la fameuse Medjelle, qui est dans certaines partie en fait du Moyen-Orient encore, notamment en Israël, par exemple, pour ce qui concerne le statut des musulmans, fut composé en 1868. Les lycées français en France furent réformés en 1830. Le lycée Galatasaray a été ouvert en 1868, etc. La France de la Troisième République fut installée en 1871 et dans l'Empire ottoman, le premier parlement et la première charte a été installée en 1876. Il y a donc des parallèles de ce genre. Donc, évidemment, je vais passer très très vite maintenant. Tout le long du 19e siècle, en fait, fut un véritable laboratoire, je ne veux pas revenir là-dessus, un véritable laboratoire, pas seulement uniquement comme sur le modèle de la Révolution française, mais évidemment d'autres révolutions, la Révolution américaine, la Révolution, la Belgique, l'Allemagne, évidemment, l'Allemagne de 1848, et in fine, tous ces éléments, en fait, viennent tout simplement, en fait, se résumer après une longue période, on peut dire, de despotisme d'Abdulhamid II, à la révolution Jeune Turque de 1909. Alors, je vous laisse en fait découvrir en fait l'iconographie, on peut dire parallèle, rappelant en fait la Révolution française. Cette iconographie ajoute un certain nombre d'éléments comme la justice, par exemple. Dans la liberté, égalité, fraternité, il y a pour les Ottomans, pour les musulmans, la justice est un élément fondamental. Parce que cette justice, en fait, établit l'égalité entre les différents genres et les différentes confessions. Donc la justice, évidemment, on ne renie pas l'islam en adoptant ces notions, parce que dans l'islam, il y a un principe fondamental. Le monde est assis sur la justice. El-adl esas al-mulk. L'État, en fait, est installé sur... Alors, évidemment, on peut utiliser le slogan en tant qu'on veut. Dans le monde, s'il y a un monde injuste dans tous les jours, c'est bien le monde musulman pour moi. Donc, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, on peut utiliser tous les slogans. Mais en tout cas, ici, vous avez l'iconographie, vous avez la rupture de la chaîne en fait de la liberté, on peut dire, tous les éléments, tous les personnages qui en fait ont contribué depuis tout le long du 19e siècle, notamment Namoud Kemal ici, un certain nombre de personnages. Vous avez ici évidemment toutes ces notions, encore une fois, sont plutôt 4, et évidemment le sultan qui a bien voulu, dans sa grande générosité, rétablir la Constitution de 1876. En fait, il s'agit ici de rétablir cette Constitution qui a été suspendue pendant 33 ans du pouvoir, donc du règne de Abdulhamid II. Cette iconographie continuera de plus belle partout, puisque ici nous avons
vous avez Enver Pacha, vous avez, on peut dire, la Marianne ottomane, et vous avez évidemment toutes les notions en fait de la Révolution encore française. De la même manière, l'iconographie en fait de 1830, et là aussi, Enver Pacha, ici vous avez donc Enver Pacha de la même manière, alors avec évidemment des éléments, alors rappelant comment dire, la société française, mais surtout la société ottomane, puisque on a tous les éléments en fait de la composition de la société ottomane dans cette révolution du 1908 qui en réalité véritablement a duré que 6 mois en réalité. C'est-à-dire la prolifération en fait des libertés publiques, la liberté d'expression, le multipartisme et le multiconfessionnalisme en réalité a duré vraiment 6 mois, puisque les jeunes Turcs en fait ont pris le pouvoir, le triumvirat comme on dit, Talat Pacha, Enver Pacha et Djemal Pacha, et que ont entraîné l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale, comme vous le savez, et que pendant cette guerre, ont commis aussi le génocide arménien, la purification, etc. En fait, tous les éléments. Arrivé à la Révolution, on peut dire, alors vous pouvez mettre des guillemets ou vous pouvez ne pas mettre des guillemets, kémaliste. En fait, tout simplement, en fait, la Révolution, les kémalistes ont repris la même iconographie, mais cette fois-ci, pas seulement sur le plan de slogan, mais en faisant les choses. C'est-à-dire en mettant en place l'ensemble des institutions, on peut dire, qui correspondent justement aux idéaux de la Révolution. Alors, ces révolutions, comme on dit, donc ottomanes ou turques, justement contemporaines, en fait, ont un très grand défaut, et c'est probablement l'essentiel, c'est que tout simplement, tout ceci, ça a été fait par le haut, et non pas par une participation populaire, par une participation sociale. C'est, même si on rappelle que, comment dire, que Mustafa Kemal est là, et que la Marianne qui a comment dire, a couvert ses nichons, c'est très bien, mais que quand même on lutte contre les cléricaux, c'est-à-dire les barbus, qu'on adopte la Constitution et qu'en fait on se débarrasse tout le cosmopolitisme ottoman, on constitue une nouvelle nation, eh bien la révolution kémaliste en fait a tout simplement, on peut dire, bouleversé la totalité en fait des institutions ottomanes et essentiellement sur le plan juridique, sur le plan religieux, sur le plan de la société en général, et bien a mis en place en fait des éléments qui permettent que la Turquie en fait est devenue parmi le monde musulman le pays le plus laïcard. Alors je pèse bien mon mot, le plus laïcard en fait du monde musulman, en tout cas jusqu'à une période récente. Laïcard dans le sens qu'en fait l'ensemble des réformes, que ce soit directement visant les éléments religieux ou indirectement, en réalité visent la place du religieux dans la vie publique et même au-delà dans la vie privée. C'est-à-dire que on considère que tous ces éléments, cette idée ancienne en fait de l'attachement à des valeurs religieuses doivent absolument laisser leur place à la vie, comment dire, à la vie laïque, à la vie, alors, laïque et si possible, séculaire, parce que c'est pas la même chose, justement. Alors, probablement, c'est là que le kémalisme a péché, c'est-à-dire a installé bien comment dire, un système laïque, et je dirais même laïcisant, mais pas forcément voilà, pas forcément le sécularisme, c'est-à-dire la séparation dans la vie privée du religieux et donc tous ceux qui ont profité en fait de ces brèches se sont engouffrés dans ces brèches, c'est-à-dire les mouvements religieux et les mouvements conservateurs, et qui sont maintenant, depuis 15 ans, on peut dire, exercent tout simplement en fait ce retour, on peut dire, sur les valeurs de la Révolution française, contre les valeurs de la Révolution française. Alors évidemment, on peut s'amuser maintenant, savoir
là aussi, on peut s'amuser maintenant à savoir quel genre de révolution ou de contre-révolution est prêché par le pouvoir en place. Ou Madame Erdogan qui prône une révolution. Elle dit ici, on a besoin d'une révolution. Mais quel genre de révolution? Alors on va lui demander. Je pense qu'effectivement c'est là que la question, en fait, donc enfin, cette intervention, cet exposé en fait se termine par une interrogation, mais vous avez ici donc le défilé féminin de 8 mai à Istanbul. Alors vous choisirez entre ici et ça. Je suis désolé et j'arrête là. Merci beaucoup. Sachant que les journaux islamistes en fait ont déclaré ce défilé de femmes. Alors c'est un défilé, c'est intéressant en fait, elles ont choisi la nuit. C'est-à-dire la femme qui est enfermée, qui est considérée par les islamistes enfermée chez elle dans la journée, mais surtout la nuit, elle ne doit pas sortir. Là, elles ont choisi un énorme défilé sur Istiklal, donc la grande avenue, on peut dire qu'un peu l'équivalent des Champs-Élysées ici, et puis en plus symboliquement, c'est évidemment très important. Elles ont défilé dans cette avenue, que l'avenue symbolique et dont les islamistes ont horreur, évidemment, de cette avenue, parce que tout se passe là-bas. Donc, les journaux islamistes ont défilé ont proclamé dans leur titre les femmes légères qui ont défilé dans la rue. Elles sont légères. Alors, le 8 mai. Oui. Pardon, excusez-moi, j'ai confondu. Le 8 mars, pardon, non, c'est le défilé le 8 mars. Non, c'est pour vous dire que j'ai quand même travaillé. Pourquoi je disais 8 mai? Excusez-moi, non, c'est le 8 mars, alors voilà, c'est arrêté. Là, c'est le 8 mars, le défilé de la journée des femmes. C'est pas rien. Mais oui, madame, pourquoi moi j'ai travaillé, ça fait une semaine que je travaille. C'est pas pour rien. J'ai travaillé, c'est pour ça que ce matin j'étais pas là parce que je cherchais sur internet les dernières photos du 8 mars. Non, nous parlons de 8 mars. C'est pas gratuit. Là, vous avez ces deux photos sont prises le 8 mars. Et effectivement, alors évidemment, il y a une iconographie extraordinaire dans les pancartes. C'est magnifique. C'est à la fois, ça donne l'espoir, mais ce n'est pas elle qui tient le pouvoir, il y a aussi ça. Alors, moi, je suis pour l'instant sceptique. La seule chose que je peux vous dire, c'est que fondamentalement, les institutions qui sont mises en place ne sont pas mises en cause fondamentalement, pour l'instant. Et je pense que les islamistes n'ont pas le bagage intellectuel nécessaire pour les remplacer. Mais ça, je dis avec toutes les pincettes nécessaires. Ils n'ont pas le bagage, le background nécessaire pour les remplacer. Ils n'ont pas la réflexion. Ils n'ont pas la réflexion historique, parce que tous ces éléments-là, vous avez vu, nous parlons en fait de 2 siècles. Depuis Sélim III, c'est toute une expérience qui est mise en place. Je dirais d'abord les musulmans, les pratiquants, et ensuite les islamistes, parce que tout le monde n'est pas islamiste, il y a des musulmans, en fait, en réalité, sont restés dans cette histoire souvent comme un élément de contestation et non pas comme un élément de construction. Ça, c'est quand même très important, en fait, de le souligner. Et donc, l'expérience, on peut dire ottomane et turque, ne peut pas être véritablement mise en cause fondamentalement par un groupe de gens qui, en fait,
fonctionnent comme une sorte de clique et de famille de profit. Et c'est très important parce qu'ils n'ont pas justement cet élément intellectuel et cette accumulation en réalité politique et philosophique pour les remplacer. Tout ce que je peux vous dire. Vous pouvez remettre votre image, s'il vous plaît. Si vous voulez. Mais non, bien sûr, ça fait chaud au cœur. Oui. Pardon? Les panneaux, là, qu'est-ce qu'ils disent Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les panneaux? Ils disent, nous avons un seul mot, toute la vie, non. Hayr. Toute la vie, nous allons dire non. Tout ce que vous faites, toute la vie, nous allons dire non. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, Hayr? Vous voyez, ici, il y en a partout, Hayr. Hayr, c'est-à-dire Hayr, non à votre pouvoir, non à tout ce que vous dites, non à votre... aux assassinats, parce que vous savez qu'au mois de février, seulement au mois de février, il y a eu 300 et quelques femmes qui ont été tuées par leurs conjoints. C'est quelque chose d'énorme. Et par conséquent, alors tout ça, c'est non. Et non, effectivement, voilà, c'est cela dit, parmi ces femmes-là, il y a quand même aussi, il y a eu d'autres photos, il y a aussi quand même d'autres femmes, comment dire, un peu, j'allais dire enturbanées. Voilé, je ne dirais pas comme ça, parce que voilé, c'est pas la même chose. Un turbané qui faisait partie en fait des défilés, qui défilait quand même pour la liberté, justement. Après tout, tout le monde est concerné. Et voilà. Donc, moi j'arrête là parce que, excusez-moi, j'ai trop parlé. Et ça a été réprimé, il n'y a pas eu de répression? Si, il y a eu des femmes arrêtées. Si, il y a eu une quinzaine de femmes. Il y a eu une quinzaine de femmes arrêtées, interrogées, envoyées en détention, etc. Parce qu'avec les temps qui courent, en fait, en réalité, la situation en fait, est trop grave pour en parler légèrement, ce que je veux dire. Parce qu'en fait, aller en détention provisoire peut durer 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, sans procès. C'est ça le problème. C'est que les journalistes, par exemple, qui sont en prison depuis 2 ans, sans aucun procès, c'est ça qui est grave. Et comme ça, il y a plus de 100 000 personnes sont en prison. Plus de 100 000 personnes. 100 000 personnes avec la famille, ça fait presque 1 million de gens qui souffrent, au moins 1 million de gens qui souffrent à cause justement de ces répressions. Donc, moi, je voulais en fait conclure pour dire qu'en fait, ce qui est vraiment en cause en Turquie, c'est j'allais dire l'assassinat de la liberté publique, les libertés publiques. Et c'est ça qui est probablement le plus grave de ce qui peut arriver. C'est-à-dire la mise au pas de l'armée, la mise au pas de l'université, la mise au pas de la justice. C'est encore plus grave. Alors, effectivement, on peut déclarer autant qu'on veut, comment dire, leitmotiv de la révolution, mais en réalité, si la justice en fait dépend du pouvoir, c'est carrément grave. Voilà. Il y a des questions déjà. Alors, je vous laisse. Oui, puisque nous sommes dans une période d'état d'exception actuellement en Turquie, est-ce que l'héritage kémaliste, j'entends laïque, le peu qui en reste, est-ce qu'il n'est pas en voie de destruction? Parce qu'on a l'impression qu'on assiste à une islamisation forcée et à grands pas de la part de l'actuel calife. Écoutez, justement, tout mon exposé était ça, c'est-à-dire la question était ça. C'est à craindre et effectivement à surveiller de très près. C'est-à-dire, en fait, exactement, c'est l'intention. Ça, c'est l'intention. Mais est-ce que, après tant d'expériences que j'ai esquissé avec beaucoup de grandes enjambées, est-ce que c'est possible, en fait, et en quoi? C'est ça le problème, en fait. C'est que le problème, c'est que dans toutes ces expériences et dans tous ces mouvements islamiques ou islamistes, en fait, en réalité, le plus dangereux, c'est qu'on ne sait pas vers quoi on va. En réalité, c'est ça. Moi, si on me disait, voilà, nous avons un projet,
ce projet est très clair, nous voulons une telle société, et on peut discuter. Le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de projet. C'est ça le problème. Oui, mais voilà, mais c'est en même temps... Ils n'ont pas annoncé. Non, mais ils n'en ont pas. En fait, non, sinon ils l'auraient dit. Ils n'en ont pas. C'est-à-dire que tout simplement, c'est ça qui est grave, c'est idéologique. C'est-à-dire le retour à la cité idéale, et c'est ça depuis 1400, 1500 ans, en fait, le retour à la cité idéale, en réalité, cette cité idéale n'existe pas. Je suis désolé. Erdogan vient de le dire lui-même, et je crois qu'il s'est trompé, et après on l'a rappelé à l'ordre, le lendemain, il y a 2 jours, il avait déclaré, et vous pouvez le trouver sur Internet, qu'avec les idées d'il y a 1500 ans, on ne peut pas, et c'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi, il y a 2500 ans, on ne peut pas gouverner une société, on ne peut pas gérer une société, il l'a dit, et il s'est trompé, alors le lendemain il a dit, ah non, c'est loin de moi de faire des réformes, etc. Alors, pour moi, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, en réalité, ils ne savent pas trop où aller. Ils veulent garder le pouvoir, ça c'est une évidence, ça c'est le programme. Garder ce pouvoir par tous les moyens, ça c'est aussi le programme, et c'est ça qui est grave, c'est-à-dire malgré tout, c'est-à-dire malgré toute l'opposition, malgré tout, et avec force. Et c'est ça qui est évidemment grave, puisque c'est tuer en fait la liberté, c'est tuer la société. Pour la Turquie, il est clair maintenant que, et chaque élection en fait le montre, il y a plus de 50% de la population qui ne veut pas en fait de ce pouvoir. C'est clair. C'est-à-dire si vous ajoutez les 50% qui votent contre et ceux qui ne vont pas du tout voter, on peut dire que plus de 50% des gens ne veulent pas ce pouvoir. Le problème, c'est qu'eux-mêmes, ils ne savent pas quoi mettre en place. La seule chose, c'est nous gardons le pouvoir. Et je pense que ça peut être aussi leur fin, puisque un pouvoir qui veut absolument aller par la force et garder le pouvoir, on a vu toutes les dictatures qui sont tombées, finalement, ça ne peut pas avoir. Par contre, si vous avez un projet de société à mettre en place, et je pense que c'est le cas, avec toute la prudence, je le dis, c'est le cas, par exemple, de ce qui a été fait par Mustafa Kemal et ses compagnons. Après tout, Erdogan n'a pas mis en cause véritablement les institutions, etc., la Constitution, enfin bref. Mais, voilà, il y a une énorme interrogation. Voilà. Oui, madame. Oui, si vous permettez, j'ai une question concernant la laïcité. Vous savez, parce que je sens qu'il y a une ressemblance importante entre le Concordat, fait par Napoléon, signé par Napoléon, et la laïcité à la turque de Mustafa Kemal. Il y a une mise en tutelle de la religion, la nomination des religieux, l'aval sur la nomination des religieux, donc mise sous tutelle de la religion sunnite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Parce que la laïcité à la turque est très différente de la laïcité française de 1905, de la loi 1905. Absolument. Donc je pense que c'est plutôt très proche du Concordat Napoléon. Est-ce qu'on peut dire que voilà un héritage de Napoléon sur la façon de gouverner en Turquie? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, la laïcité à la turque, en tout cas, ce qui se pratiquait, et se pratique d'ailleurs maintenant, en fait, c'est exactement, c'est la tutelle du politique sur le religieux. Il n'y a pas de séparation, dans le sens effectivement de 1905, le religieux et de... Alors, je dirais même la laïcité à la turque, c'est plutôt la laïcité de l'époque de Louis XIV. C'est-à-dire, moi, l'État, c'est moi qui contrôle, et le pape foin au pape, etc. C'est dans ce sens-là, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je disais, c'est la Turquie laïcarde, en fait. C'est-à-dire que la Turquie n'a pas déclaré une séparation. En réalité, c'est même pas la Turquie kémaliste. En réalité, le kémalisme, en fait, c'est une sorte de continuité, de permanence, en fait, de l'époque ottomane. Parce que, à l'époque ottomane, la situation était
presque identique. C'est-à-dire que le religieux dépendait entièrement du pouvoir du sultan. Le sultan n'était pas un personnage religieux, donc il faut quand même le dire, parce qu'il peut avoir des confusions. Le sultan était calife et donc il ressemblait au pape. C'est pas absolument pas ça. Le sultan est un personnage politique et temporel, et pas du tout religieux. Même si, de temps en temps, on lui attribue un pouvoir divin en disant le sultan est l'ombre de Dieu sur terre. Sultan fi zillillah, on dit, l'ombre de Dieu sur terre. Mais à part ça, à l'époque ottomane aussi, le grand Cheikh l'Islam dont on parlait, en fait, était un fonctionnaire, tout simplement, c'est-à-dire destituable à tout moment. La même chose, en fait, les institutions religieuses mises en place ou gardées ou mises en place par les kémalistes, en fait, c'est exactement, c'est-à-dire le président des affaires religieuses en Turquie ne ressemble pas du tout, par exemple, au recteur de l'université de Al-Azhar. Parce que le recteur de l'université de Al-Azhar a un aura, et apparemment il est écouté, il fait partie, en fait, des institutions et de la parole, en fait, de l'État égyptien, alors que le président des affaires religieuses en Turquie n'a absolument aucun pouvoir. C'est un fonctionnaire qui peut être destituable à tout moment. Actuellement, ou celui d'avant, c'était un professeur d'université de la faculté de théologie. On l'a mis en place à cause de peut-être de ses connaissances, mais surtout à cause de ses liens avec le pouvoir. C'est tout. Et demain, il peut gicler, excusez-moi le terme, mais à tout moment, sans aucun problème. Il suffit qu'il dise en fait quelque chose qui ne plaît pas au président pour qu'il parte. Donc, dans ce sens-là, le religieux en Turquie, le religieux en tout cas du clergé régulier, n'a absolument aucun pouvoir, effectivement. Il peut avoir quelques sectes, quelques religieux. Justement, c'était le cas. Gülen, vous savez, l'ennemi principal actuel d'Erdogan, c'était un type, en fait, qui n'avait justement aucune fonction. Enfin, il était fonctionnaire, imam officiel, mais en réalité, il a pris ses distances avec l'institution et il est devenu justement une sorte de gourou. Là, il peut avoir ce genre de mouvement. Et donc, ils étaient ensemble pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ils ont partagé le pouvoir entre eux. Et puis, du jour au lendemain, les intérêts tout simplement financiers et politiques se sont divergés. Eh bien, ils sont devenus... C'est ce genre de personnage qu'il peut avoir. Mais sinon, effectivement, le religieux en Turquie, à l'époque ottomane, comme aujourd'hui, n'a absolument rien à dire concernant, en fait, la marche du pouvoir. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Oui, j'ai une question aussi. Enfin, juste pour rebondir par rapport à ça, donc on a remarqué cet après-midi que finalement l'héritage français est assez important, au-delà du parallélisme avec ce que vous venez de dire, puisque la Constitution de 1876 s'inspire de l'héritage français. Et puis, même chose pour la charte de 1839. Et avant votre exposé, on avait aussi un petit rappel sur l'héritage du Code civil français qui a été repris aussi donc en Égypte, c'est vraiment, qui faisait partie de l'Empire ottoman. Alors, donc on voit bien que la France, malgré tout, a gardé une influence importante tout à fait. dans l'Empire ottoman. Nuançons, la France, non, mais les idéaux de la Révolution française. Ça, oui. Alors, attendez, excusez-moi, les idéaux de la Révolution française, pas seulement d'ailleurs, totalement directement, dilués un peu dans les valeurs européennes. Par exemple, puisque vous en parlez, en fait... c'est vous qui en avez parlé. Non, mais ça me permet de rebondir, puisque vous me renvoyez la balle. Les détails... La Constitution de 1876, vous savez, en réalité, effectivement, c'est beaucoup les idéaux de la Révolution française, mais en réalité, voyager en Belgique, la Révolution de 1876, en fait, la Constitution est une constitution de monarchie, évidemment, et non pas une constitution républicaine, forcément, puisque la monarchie constitutionnelle est mise en place en 1876. Et cette monarchie constitutionnelle,
en fait, a été prise à la Constitution de Belgique de 1831. Donc, ça vous l'avez pas dit tout à l'heure. Oui, 1831. Mais la France avait beaucoup influencé, comme vous le savez, les institutions belges, quand même. Non, il faut quand même pas l'oublier. Non. D'accord. Et autrement dit, vous savez, les idées, ce que vous pouvez parfaitement dire, c'est qu'effectivement, tous ces intellectuels et toutes ces élites politiques, en fait, ont été formés à la française, avec le français, dans les écoles françaises, soit dans les écoles françaises dans l'Empire ottoman, soit dans les écoles françaises ici directement. Tous ces gens-là, en fait, étaient d'une façon ou d'une autre côtoyer le français, la philosophie française, la littérature française. Et c'est tout à fait normal. C'est en fait à partir de la langue qu'on étudie, qu'on connaît, l'allemand par exemple, ou l'anglais, ce sont des langues extrêmement tardivement sont entrées dans la composition intellectuelle de l'Empire ottoman. Par exemple, dans la deuxième moitié du 19e siècle, l'Empire ottoman était extrêmement impliqué sur le plan militaire avec l'Allemagne. L'Allemagne, la Prusse et l'Allemagne impériale. Il y a très peu d'idées, je sais pas, très peu d'idées philosophiques allemandes qui ont influencé la vie scolaire, la vie intellectuelle, la vie, même la philosophie allemande, qui avait parfaitement sa place, d'influencer la philosophie, turque ou ottomane. Bien, c'est essentiellement Le Bon, c'est-à-dire les positivistes, Gustave Le Bon, ou Le Comte, qui sont restés influents dans la vie intellectuelle en Turquie. Donc c'est dans ce sens-là, vous avez raison en même temps, mais c'est pas forcément la France, mais c'est les idéaux en fait qui se sont développés tout au long du 19e siècle. Bonaparte, vous dites, ça c'est important de le savoir quand même, que la parenthèse de l'expédition d'Égypte a été quand même, il faut quand même, n'oubliez pas de le dire, et a été quand même vite oubliée. C'est-à-dire les victoires de Napoléon ont emporté quand même une admiration sans faille dans l'Empire ottoman et dans les pays musulmans, en fait, pendant très longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle d'aujourd'hui, c'est moi qui parle un peu avec des termes négatifs, disons, parce que l'expédition d'Égypte, je l'ai étudiée de très près, donc je vois un peu Mais les populations en général, quand ils parlent de Napoléon, alors pas de Bonaparte, de Napoléon, évidemment, ils sont toujours, même aujourd'hui, en Égypte, comme dans le Turquie, dans le monde d'ailleurs, avec une certaine admiration. J'ai une petite question sur l'expédition d'Égypte aussi. Est-ce que les Ottomans avaient perçu le véritable motif de l'expédition, c'est-à-dire couper la route des Anglais sur la route des Indes? Est-ce que les Ottomans n'ont pas une stratégie, s'ils avaient perçu le vrai motif, une stratégie pour finalement renforcer leur alliance qu'ils avaient déjà avec les Français, pour couper la route des Anglais? Parce qu'ils auraient pu finalement satisfaire les attentes de Napoléon Bonaparte en confortant cette alliance entre l'Empire ottoman et les Français pour bloquer les Anglais sur la route des Indes finalement. Plutôt que de laisser se déclencher une guerre entre la France. Effectivement, au départ, c'était l'idée. En fait, Bonaparte sérieusement pensait, et en tout cas, les premiers éléments de propagande étaient dans ce sens-là, que Bonaparte, les armées bonapartiennes, françaises, sont allées en Égypte avec l'assentiment du sultan. C'est avec son accord du sultan. Étant donné que l'expédition ottomane précédente de 1786 n'a pas réussi et que les beys mamelouks, en fait, tout simplement, ont fui en Haute-Égypte et qu'une fois que le grand amiral, en fait, s'est retiré, ils sont revenus, tout simplement, ils pensaient que, justement, en allant en Égypte, en fait, on pouvait faire un fait accompli vis-à-vis du sultan et que le sultan serait d'accord. Alors, je ne vous raconte pas, en fait, dans le livre, vous avez des détails très croustillants. À l'origine, l'armée française était arrivée en Égypte comme amie. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, les Égyptiens, sur place, l'ont perçu. Au départ, avant même que le débarquement ait lieu, c'est une histoire, en fait, très, très, très amusante, mais en même temps, je veux dire,
tragique, puisque, en fait, 3 jours après, la flotte anglaise avec Nelson, en fait, s'est pointée à Alexandrie, et le shérif, en fait, de la ville, il s'appelle Mohammed al-Kouraïm. C'était un homme, un homme de paille de Mourad Bey, donc Bey Mamlouk, en fait, a refusé de ravitailler la flotte anglaise en disant vous êtes là avec des mauvaises intentions, vous allez occuper en fait le pays. Ils n'auront pas donné de l'eau, ils n'ont pas donné des vivres, ils ont envoyé. Nelson était obligé de partir à Chypre en fait pour se ravitailler. En même temps, le sultan avait envoyé un émissaire qui s'appelle Ahmed Berid Effendi. Il était en route lorsque l'armée française était au large d'Alexandrie. Et ils ont envoyé un émissaire, donc Bonaparte a envoyé un émissaire au shérif de la ville et aux dirigeants. Et en même temps que l'émissaire du sultan était dans les parages, ils l'ont arrêté. Alors on a la lettre que cet émissaire, en fait, allait prévenir les beys de Mamelouk en disant « Accueillez avec les bras ouverts les Anglais et surtout refusez évidemment tout accueil de quoi que ce soit, préparez-vous au combat contre les Français. » Donc cet émissaire n'a pas eu le temps en fait d'arriver à Alexandrie, il a été arrêté, on a la correspondance interceptée par l'armée française. À tel point que les responsables de la ville d'Alexandrie, pour accueillir l'armée française en tant qu'amis, ont envoyé en fait une dizaine d'émissaires avec le consul français qui était à Alexandrie d'ailleurs, et le pacha d'Égypte dit 10 moutons pour dire bonjour et un cadeau en fait d'accueil. Et alors évidemment cette délégation de 10 personnes ont été évidemment retenues, le consul était retenu aussi, et Napoléon n'a pas refusé non plus les 10 moutons, il les a bien occupés, mais ça n'a pas empêché en fait d'occuper l'Égypte, la ville. Autrement dit, les premières démarches, effectivement, c'est dans ce sens-là que les Français allaient faire accomplir en Égypte, occuper le pays, négocier avec le sultan, et éventuellement, dans un futur partage, dans une future paix, en fait, garder l'Égypte. Alors l'idée, effectivement, garder l'Égypte sous administration française, même si le sultan reste quand même le calife. C'était ça l'idée. Parce qu'il y avait un affaiblissement aussi de l'Empire ottoman, quoi, un petit peu. Oui, mais c'est surtout de garder l'Égypte sous l'administration française, c'est-à-dire en faire une colonie. Alors évidemment, ces projets de colonie sont développés de façon beaucoup plus en détail par Menou, le général Menou qui s'appelait Abdullah, Jacques Abdullah Menou, puisqu'il était marié avec une dame de Rosette, pardon, de la ville de Rosette, et qu'il est devenu musulman. Et son idée, c'était effectivement véritablement de transformer l'Égypte en colonie, mais en colonie pour contrebalancer les colonies britanniques, en Amérique, en fait. C'est-à-dire, véritablement faire une colonie de plantation, travailler, en fait, ouvrir le canal de Suez, parce que le projet, évidemment, était parfaitement étudié. Le canal de Suez était... il y a eu, en fait, un léger... des défauts de calcul, parce qu'ils pensaient que la mer Rouge était beaucoup plus basse, la Méditerranée, ou vice-versa. Donc, en fait, tout ceci a été étudié très en détail. Les savants en question, en fait, ils n'étaient pas uniquement pour faire l'égyptologie, ils avaient aussi véritablement un projet de transformer l'Égypte en colonie, avec toujours garder le sultan comme étant, j'allais dire, le calife. Ça ne mange pas de pain, en fait, garder le calife. Mais véritablement transformer en économique, en fait, l'Égypte. C'était ça l'idée, effectivement. Et par la suite, en fait, les choses ont tourné mal. Ça veut dire qu'ils ont sous-estimé, en réalité, la politique du sultan, c'est-à-dire considérer qu'en fait, l'Égypte fait partie intimement, en fait, du monde musulman, et qu'une puissance occidentale n'avait absolument aucune légitimité, en fait, de venir occuper, en fait, ce pays. C'est ça le problème. Et que, par ailleurs,
ils ont sous-estimé, et là aussi, c'est quand même, il faut le dire, alors, il y en a d'autres qui l'ont fait, ça c'était pas mon problème, c'est-à-dire c'était pas mon sujet. Henri Laurence l'a travaillé admirablement bien, c'est-à-dire qu'ils ont sous-estimé en réalité l'attachement des populations locales, c'est-à-dire des Égyptiens, à la fois à leur pays et au sultan, puisque ces populations, vous savez, il y a eu énormément de révoltes, il y a eu plusieurs révoltes au Caire, à Alexandrie, dans d'autres villes. En fait, les Français ont perdu, ils sont arrivés, ils étaient grosso modo 50 000, 54 000, et ils sont partis, ils étaient 12 000. Ça fait quand même beaucoup de pertes, vous savez, c'est énorme. Donc, c'était pas une promenade en Égypte. Donc, la population, ils ont sous-estimé les Français. C'est pour ça que, en fait, cette expédition est une expédition, en réalité, romantique, mais qui a servi, en fait, beaucoup d'expérience, finalement, pour les futures expéditions. Voilà, j'arrête là. Merci. Quel genre de plantation, là, vous avez parlé de l'Égypte, une colonie, des plantations et l'ouverture du canal de Suez. La plantation, mais l'Égypte est un paradis. L'Égypte est un paradis. Du moment qu'il y a de l'eau, tout pousse. Tout pousse. Le canne à sucre, justement, c'était la quantité. Le canne à sucre, le coton, le riz. Rien que ces trois éléments suffisent en fait pour nourrir les pays entiers. Pas seulement pour ça, mais en même temps, on parle du canal. Si le canal était ouvert, ça veut dire en fait tout le commerce de l'océan Indien allait passer et passe toujours maintenant, puisque par la suite c'est fait, passe toujours maintenant par l'Égypte, parce que c'est pas un mot comme ça. L'Égypte en fait est un paradis. Quand c'est mal géré, c'est autre chose. C'est très mal géré, mais l'Égypte est un paradis. Et puis évidemment avec le temps qui court, la menace en fait de manque d'eau, c'est-à-dire des pays qui gardent la source en fait de cette manne, évidemment sont là pour menacer la vie de l'Égypte. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire l'Éthiopie et le Soudan sont, je vais dire presque à juste titre, réclament, revendiquent leur part en fait dans ce paradis. Mais effectivement, quand vous avez de l'eau en Égypte, en fait tout pousse. Il n'y a aucun problème. Eh bien, chers amis, cher Farouk, je te remercie du fond du cœur et puis je pense que ça a été vraiment extrêmement intéressant et très riche. Je te remercie aussi parce que tu as commencé à entamer la séance du mois prochain où on accueillera Henri Laurence, justement. Tu lui diras bonjour si tu ne peux pas venir, parce que c'est un ami en fait très proche. Absolument, et on t'informera. Et donc, ça nous a donné le goût de continuer cette discussion autour des enjeux au 19e. On a déjà beaucoup entamé la discussion, donc on est prêt pour la prochaine séance d'Henri Laurence. Et donc, merci encore, et je propose de te applaudir.